Tout Mayotte. Alors, vous êtes la présidente du MEDEF avec la CPME, FMBTP, l'UMI, U2P, la CCI et la CAPAM, ensemble en intersyndicale. Vous appelez à la reprise des activités. C'est maintenant ou jamais? C'est jamais, on n'espère pas en tout cas. Mais c'est maintenant on suit une logique pour nous qui est assez simple. C'est que nous avons participé, puisque nous étions invités à la table d'échange avec les ministres le 11 février. Nous avons assisté au débat. Nous attendions tous, comme toute la population, cette lettre promise par le ministère. Et donc, c'était prévu le 14. Et à partir de là, c'est comme on l'a dit dans notre communiqué, ça nous a donné une lueur d'espoir de voir une fin du mouvement, en tout cas une suspension, si je reprends les termes précis des personnes représentant les forces vives présentes. Et du coup, quand on a vu leur droit de réponse du 16 février, on s'est dit, dans la logique, le 19, la vie doit reprendre progressivement, comme a pu le dire aussi, je crois, Madame Safina. Voilà, on sait bien que ça ne sera pas tout de suite et immédiat, mais dans la logique des choses, oui, il fallait que nous puissions permettre à nos salariés de revenir au travail dans les meilleurs délais. Alors, ce mouvement qui a démarré le 22 février, le 22 janvier dernier, tous les secteurs sont touchés. Le BTP est complètement à l'arrêt. Les hôtels et restaurants sont en souffrance. Le monde agricole meurt à petit feu. Les petites entreprises au bord de la faillite. Est-ce que ce mouvement des forces vives est pour vous la crise de trop? Alors, la crise de trop, je ne sais pas comment qualifier ce mouvement. Mais ce qui est vraiment compliqué et difficile pour nous, j'ai envie de dire, c'est la crise de plus, parce que on a souffert l'année dernière. On va pas refaire l'historique de toutes les grèves qu'il y a eu auparavant, mais la crise l'année dernière, ça ne se voyait pas, ça ne se ressentait pas comme ça. On s'est pas, entre guillemets, plein comme pourraient le dire certains. Il y a eu des aides d'accompagnement pour certains secteurs, mais les entreprises ont beaucoup galéré l'année dernière. Ce qui faisait un petit peu le leurre, c'est que on a la commande publique qui avait repris, et donc on se disait que cette année il y aurait moins de coupures d'eau et que tout irait mieux. Et malheureusement, c'est tombé en plein mois de janvier. Et d'ailleurs, parlons un peu de ce mouvement des forces vives, Carla Balthus. Les revendications de ces Mahorais sont claires. La lutte contre l'immigration clandestine, l'insécurité. Le gouvernement s'est engagé avec des annonces fortes telles que la fin du droit du sol ou encore la fin des titres de séjour territorialisés. Comment le patronat réagit à ces annonces? Les annonces du gouvernement... Par rapport à, par exemple, à la fin des titres de séjour territorialisés, est-ce que c'est une bonne chose pour vous ou pas? Écoutez, on n'a pas à juger de ce qui est bon ou de ce qui est mauvais dans la situation. Je pense qu'il y a des choses qu'on demande, et c'est sans doute réfléchi. Et dans l'avenir, on saura comment ça va se passer, quelles seront les conséquences, quelles qu'elles soient. On le saura dans l'avenir. Vous pensez qu'il y Mais aura c'est une des demande quand même conséquences qui est suite à forte. cette... C'est une demande qui est forte de la population. Donc, moi, je dis, on la respecte. On la respecte puisque c'était vraiment le point. Moi, comme je vous dis, j'ai assisté au débat, et c'était vraiment le point. À la rigueur, c'était même dit, voilà, si ce point-là n'est pas accepté, on sort de la salle. C'est des choses qui ont été dites. Donc, c'était vraiment la demande. Ensuite, tout ce qui concerne la sécurité et l'insécurité, c'est quelque chose qui est vital. On l'a toujours dit, même nous, le patronat. Donc oui, ce sont des sujets que l'on comprend, et on espère que tout ce qui est proposé sur la table va régler les problèmes, parce que il a aussi été, entre guillemets, critiqué lors de ces échanges Wambushu. Il y a eu le 1, maintenant le 2. Donc c'est aussi avec appréhension que c'est demandé, parce qu'il faut qu'on apprenne aussi des éventuelles erreurs qu'il y a eu dans Wambushu 1 pour que ça ne se répète pas dans Wambushu 2, pour que ça soit efficace. Et puis moi, si vous me demandiez mon avis personnel sur Wambushu, pour moi, Wambushu, ça ne doit pas être
un coup de poing, une one shot. Ça doit être toute l'année. C'est toute l'année que on doit poursuivre la délinquance. C'est toute l'année qu'on doit rétablir l'ordre, la sécurité, la liberté de circuler pour tout un chacun et retrouver une sérénité. C'est toute l'année. C'est pas juste une opération coup de poing. Ça, on l'a déjà dit. Et justement, le fait que ça a montré son efficacité sur le terrain, c'est une démonstration sur terrain, eh bien justement, on sait que ça marche, on sait que ça fonctionne, on sait qu'il faut mettre les moyens, on sait qu'il faut aller chercher les délinquants là où ils sont, eh bien continuons et faisons-le de manière pérenne. En tout cas, ça serait une doléance que nous ferions au ministère de l'Intérieur si on nous donnait l'opportunité de nous exprimer. Carla Balthus, vous avez employé un terme qui m'interpelle lorsque je vous ai posé la question sur les titres de séjour territorialisés, en tout cas la fin de ces titres de séjour territorialisés. Vous avez dit qu'il faudra faire aussi voir les conséquences. Est-ce que vous avez employé ce terme-là? Est-ce que vous pensez que si vraiment le gouvernement finit par stopper, en tout cas mettre fin au titre de séjour territorialisé, il y aura des conséquences sur l'économie? Vous pensez à cela? Non, c'est pas qu'il y aura des conséquences sur l'économie, c'est que on dit que, quand je dis les conséquences, c'est un peu le bilan. C'est-à-dire qu'on doit faire le bilan puisque le ministre dit qu'aujourd'hui, on a 1 millier de demandes par mois, à peu près, et que ça va descendre drastiquement à moins 90%. Donc, ça veut dire que si demain matin, il y a aussi peu de cartes de séjour, il faudra faire le bilan de comment ça va se passer par rapport à l'immigration, par rapport à cette attractivité qu'a le territoire des populations clandestines qui viennent, qui se régularisent de diverses manières. Et quand je dis dans les conséquences, c'est dans le sens où on faudra qu'on fasse le bilan de qu'est-ce qui va se passer une fois que il y aura une nouvelle façon de faire et de traiter les cartes de séjour, tout simplement. Alors, on l'a dit, l'économie souffre. Vous avez sollicité les ministres lors de leur visite à Mayotte pour apporter un coup de pouce et permettre à l'économie de garder la tête hors de l'eau. Avez-vous la certitude aujourd'hui que l'État viendra en soutien aux entreprises mahoraises? J'ai envie d'avoir confiance en l'État et je pense que tous les Mahorais, toute la population le dit et le pense sur divers sujets. Nous, ce qui nous concerne, le monde économique, c'est le soutien. Parce que, comme on a déjà dit, ce gouvernement a mis énormément de moyens pour développer Mayotte. On voit bien que Mayotte se développe malgré l'insécurité, mais je pense que ça serait encore mieux s'il n'y en avait pas du tout. Et ça serait dommage qu'on ne puisse pas continuer ce travail de développement. Et comme on a vu dans toutes les crises, regardez, je prends l'exemple des Gilets jaunes à La Réunion, mouvement qui n'a duré que 15 jours, qui a mis à terre l'île de La Réunion. Et le gouvernement n'a pas cherché, n'a pas réfléchi. Aussitôt, les aides ont été mises pour soutenir l'économie. Donc, c'est même pas quelque chose qu'on devrait démontrer. Le besoin, il est nécessaire. On a 21 000 salariés sur l'île et on a 90% des entreprises qui sont des TPE, PME. Et il y a beaucoup de sujets sur la table où, voilà, au quotidien, c'est compliqué, c'est difficile. Donc, vous êtes en train de dire que pour Mayotte, tout est combat? C'est nécessaire. Un chef d'entreprise à Mayotte, c'est quelqu'un de courageux, comme tous nos salariés, je tiens à le dire. Mais c'est quelqu'un de courageux dans la mesure où, malgré tout ce qu'on vit au quotidien, on est là, on résiste. Et je peux vous dire que quand on fait les réunions, parce qu'on essaie de s'encourager, il y en a qui nous disent, là, les récents jours, on craque, on n'en peut plus. C'est trop dur, c'est trop compliqué. Hier, je vous donne un exemple d'une entreprise qui nous dit, j'ai eu ma dernière démission. Et donc, ce sont des postes hautement qualifiés qui sont dans un cabinet de consultants. Et quand elle nous dit ça, c'est déchirant d'entendre que des personnes qui travaillent pendant des années pour donner des prestations de qualité à leurs clients, du jour au lendemain, se retrouvent sans rien. Là, vous parlez de démission parce que jusqu'ici, on pensait plutôt que c'était des entreprises qui mettaient la clé sous la porte, en tout cas qui sont au bord de la faillite. Mais là, vous nous parlez de démission, donc ça veut dire que ce sont des personnes qui sont exaspérées par ce mouvement. Les entreprises ferment d'une manière ou d'une autre, que ce soit des départs volontaires, que ce soit des licenciements économiques en masse parce qu'il n'y a plus le choix, l'entreprise met la clé sous la porte.
C'est pas une question de mécontentement, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que, comme on l'a dit, c'est quelle est la qualité de vie qu'on a aujourd'hui à Mayotte et quelles sont les réelles solutions que l'on va trouver. Donc, on a entendu que les élus ont rencontré la ministre. Ils vont revenir avec des solutions dans les jours qui viennent. Et je pense qu'il faut tous ensemble qu'on observe et qu'on regarde le travail que l'État va mettre sur la table pour voir et nous donner les moyens d'avoir une vie de qualité. Et là, c'est le retour de la qualité de vie à Mayotte qui fera que ce territoire sera attractif, qui fera que des personnes viendront, qui fera que les Mahorais eux-mêmes resteront et reviendront sur leur île pour la construire. D'ailleurs, c'est l'argument, c'est l'argument principal des forces vives qui ont entamé ce mouvement depuis un mois maintenant. Justement, avoir la paix, vivre paisiblement, avoir un cadre de vie, c'est aussi ça le combat. Est-ce que finalement, est-ce que vous êtes en train de nous dire que les chefs d'entreprise ne comprennent plus cette revendication? Non, comme je vous ai dit, nous ne portons pas de jugement en soi. C'est-à-dire que le mouvement tel qu'il a commencé, le sujet de l'insécurité est un sujet fédérateur dans le sens où tout le monde est conscient de la situation. Nous vivons tous sur cette île, nous la voyons tous évoluer du bon côté comme du mauvais côté par rapport à ces problématiques-là. Et donc, c'est quelque chose qu'on comprend. Maintenant, c'est comment, vu que la levée des barrages a été annoncée dans le courrier du droit de réponse des forces vives, c'est comment on reprend l'activité rapidement, comment on laisse le gouvernement mettre en place les promesses tenues, maintenant il faut qu'il les tienne, et comment le gouvernement accompagne à la hauteur des enjeux les entreprises pour qu'elles relèvent la tête. Carla Balthus, par manque de trésorerie, impossible de verser les salaires du privé en temps et en heure. Et ceux qui seront payés n'auront probablement pas la totalité de leur salaire. D'ailleurs, de plus en plus, on sent la colère monter chez les salariés du privé qui pointent du doigt ceux qui travaillent dans le public. Est-ce qu'ils ont raison? Alors, le souci qu'il y a, c'est que nous, dans notre communiqué, l'intersyndicale patronale, nous avons voulu faire comprendre une réalité économique aux salariés pour qu'ils comprennent, quand ils vont revenir dans leurs entreprises, de ne pas aller créer de la colère, des mouvements dans leur entreprise, parce qu'ils ne seront pas informés en amont que la fin du mois va être compliquée et difficile. Il y a notre collègue Ousseni qui a expliqué effectivement que dans le public, c'était automatique, mais dans le privé, ça ne se passe pas comme ça. Un chef d'entreprise, il va chercher l'argent des salaires tous les mois. C'est un combat parce que vous connaissez les délais de paiement des collectivités, de l'État et autres. Des fois, quand on a des marchés publics, c'est compliqué, c'est difficile. Même entre nous, on est tous le fournisseur, le client des uns et des autres. On joue sur les délais de paiement. Donc, la trésorerie, il n'y en a pas. Parlons de la grande distribution. Cela fait donc plusieurs semaines que des conteneurs sont bloqués au port de Longoni avec le risque de voir des bateaux déroutés. Doit-on craindre une pénurie, surtout avec le ramadan qui approche? Doit-on craindre aussi une flambée des prix? Les grands distributeurs ont été formels. À aujourd'hui, il va manquer beaucoup de produits. Il faudra leur demander, les inviter, pour qu'ils vous en disent plus. Mais nous, en tout cas, quand on a été en réunion avec eux, ils nous ont dit qu'il va manquer des produits pour la période du Ramadan, parce qu'on ne sait pas aussi quand est-ce que le mouvement sera totalement levé. Donc, notre grosse crainte aujourd'hui, c'est qu'il y a le port de Longoni ne peut plus rien accepter comme marchandise. Ça veut dire que les bateaux qui approcheraient Mayotte ne pourraient pas décharger leurs marchandises et donc risquent d'être déroutés. C'est une réalité. Il faut que toute la population soit consciente. Et donc, si ces bateaux ne viennent pas à Mayotte, repartent pour d'autres destinations, ça veut dire clairement qu'il y a des produits qui ne seront pas réceptionnés. Là, pour l'instant, la grande distribution ne fonctionne que sur ses stocks propres, puisque tous les conteneurs sont bloqués. Il va y avoir aussi des pertes parce qu'il y a des conteneurs frigorifiques qui sont débranchés. Il y a des produits périssables. On a 30 tonnes de colis, de courriers bloqués à Paris. La Poste n'arrive plus à acheminer de courrier ni dans un sens ni dans l'autre. Donc c'est une réalité.
Donc c'est une Aujourd'hui, flambée des prix aussi qui se profile. il y a une flambée des prix, ça c'est automatique. Les prix vont augmenter, mais la pénurie, je ne sais pas sur quel produit, c'est pour ça que je dis qu'il faudrait leur demander, mais le ramadan de cette année ne sera pas, ne sera pas comme on a pu avoir des ramadans passés, parce qu'il va manquer des produits sur la table. Et lorsqu'on voit aussi que les agriculteurs souffrent, qui ont du mal à nourrir leurs animaux, est-ce que vous pensez que comment pourraient-ils s'en sortir dans cette affaire? Parce que je ne sais pas trop, hein, peut-être qu'ils ne sont pas éligibles par rapport à certains dispositifs de l'État. En tout cas, nous, on a demandé des aides pour les agriculteurs, puisqu'ils font partie, la chambre d'agriculture fait partie de l'intersyndicale. On a demandé des aides, comme ça se fait ailleurs, des aides sociales. Et après, quand vous avez une centaine de poulets ou d'animaux qui sont morts, vous n'allez pas les ressusciter. Et tout le travail que vous avez fait pendant des années pour élever vos animaux, c'est un travail qui est perdu. Donc, il faudra trouver, c'est ce que je disais tout à l'heure, des aides à la hauteur pour relever, donner de la motivation aux chefs d'entreprise. Les agriculteurs sont des chefs d'entreprise les plus courageux qui travaillent 7 jours sur 7, il faut le rappeler, pour nous nourrir tout simplement. Merci beaucoup, Carla Baltus. Je rappelle que vous êtes la présidente du MEDEF. Vous étiez en train de parler au nom de tout ce monde économique de Mayotte. Merci beaucoup. Merci.